donc comme je disais, moi je suis le directeur biodiversité de l'IDRI et nous avons l'honneur d'accueillir pour ouvrir cette journée Madame la secrétaire d'État à la biodiversité Bérangère Abba et Monsieur le directeur général délégué de l'AFD, Bertrand Waltner. Alors, ils ont bien voulu ouvrir cette journée afin de mettre en fait nos travaux, les travaux de cette journée en perspective, d'une part dans la perspective de, on va dire, de l'action du gouvernement et de ses plans, de ses prévisions, de ce que le gouvernement compte faire, notamment, je suppose, autour du concept de stratégie nationale de lutte contre la déforestation importée, et puis de la même manière pour l'AFD et son action pour la coopération, etc. Je vais donc maintenant, sans attendre, passer la parole à Madame la Ministre pour une allocution d'ouverture. Merci beaucoup, Madame la Ministre. Merci à vous, bonjour à tous. Et désolé pour le léger retard, des problèmes de connexion, triste banalité en ce moment. Écoutez, je suis ravie évidemment de participer. Je vous remercie pour cette invitation. Nous nous sommes effectivement rencontrés il y a quelques semaines, mois même maintenant, sur ces thématiques dans le cadre de la recréation de ce secrétariat d'État à la biodiversité et à cette stratégie nationale déforestation importée, effectivement, qui nous importe et qui nous tient à cœur aujourd'hui de faire vivre avec des échéances et une filière cacao qui est extrêmement impliquée et en première ligne sur ces questions. Une filière qui est au cœur d'un double défi, je crois, ce défi environnemental avec la déforestation qui est parfois occasionnée par la culture du cacao et ce défi social qui va être lié aux conditions de travail de certains producteurs et de ceux qui plantent et qui produisent. La situation en France nous met également dans un contexte particulier. Vous avez d'ailleurs, voilà, on vient de le vivre encore ce matin, tous ces freins qui nous importent vraiment de lever pour continuer cette réflexion, ce travail et dynamiser, en tout cas pour ma part, au niveau gouvernemental, reprendre en main et porter ces engagements. Alors, ce lien entre écologie et économie, je sais que vous le vivez et vous le travaillez au quotidien. Je crois que la pandémie qu'on est en train de traverser a mis effectivement au cœur du débat public ces questions. Et on a aujourd'hui une responsabilité qui est d'autant plus grande que l'on sait ce lien direct entre perturbation des écosystèmes et transmission de zoonoses et de pandémies à l'homme. Le dernier rapport d'ailleurs de l'IPBES l'a clairement montré. On est donc tous clairement en responsabilité. Et je crois que sur la sphère économique, pour ceux dont vous n'êtes pas, puisque vous êtes là, qui étaient encore peu conscients de ces éléments, je crois que les impacts économiques de la Covid a clairement, je crois, montré l'enjeu. Et donc, on peut aujourd'hui se garantir du soutien, en tout cas d'une certaine prise de conscience de toute la sphère économique et politique. Alors, vous avez ce rôle qui est essentiel à jouer, et je remercie d'ailleurs l'AFD et l'IDRI pour la qualité de leurs travaux qui nous nourrissent et qui doivent vraiment être porteurs de politiques publiques. Aujourd'hui, sur la stratégie nationale déforestation importée, donc on est clairement dans une reprise en main de ces enjeux. On ne s'en cache pas, la route est encore longue. On a, en l'espace de quelques semaines, commencer à lever des freins qui étaient voilà, d'une certaine évidence quand on veut mettre en place des actions pour lutter contre cette déforestation importée. Je vais y revenir. C'est d'abord un travail qui est interministériel, puisque sur ces questions, on est à cheval sur 5 ministères, le MTE, l'économie et les finances, le MAE, le MESRI et l'agriculture. Et l'idée est vraiment de réussir à mobiliser et de sortir des silos. Vous connaissez cette difficulté dans le quotidien. Ici, en interministériel, c'est déjà un grand défi. Il nous faut également vous donner les outils nécessaires pour développer, pour valoriser les connaissances d'abord, ce que vous produisez. Il faut absolument qu'on le médiatise, et j'en suis la première ambassadrice, croyez-le bien.
développer des actions de lutte contre la déforestation dans le cadre de coopération internationale. J'en parlais encore hier avec Jean-Yves Le Drian. On a effectivement à renforcer et à être toujours plus allant sur ces questions de diplomatie. Bon, on a une actualité sur la Côte d'Ivoire, par exemple, qui ne vous aura pas échappé, qui nécessite effectivement de poursuivre ce travail dans des contextes parfois difficiles politiquement, localement, de poursuivre ce travail de diplomatie et par tous les biais possibles. J'étais hier soir avec des parlementaires qui sont extrêmement impliqués sur ces questions. Diplomatie parlementaire, ça va être aussi une façon de poursuivre, de continuer ce dialogue, sachant que les acteurs localement, malgré les perturbations politiques, demeurent actifs et donc des interlocuteurs évidents. On est dans une intégration de la lutte contre la déforestation au cœur des politiques publiques sur une demande de produits durables. Donc, on a effectivement tout ce travail à la fois de transparence et sur les filières d'approvisionnement et d'éclairage du consommateur ou des utilisateurs de certains produits importés. Et donc, cette nécessité d'engager les acteurs, d'embarquer le plus largement possible ce que vous faites très bien les uns et les autres et ce qui nous appartient de poursuivre. Alors, avant fin novembre, j'organiserai une nouvelle réunion sur la SNDI pour qu'on mette justement, alors on pourrait parler d'anniversaire, mais ça me gêne un petit peu parce que les 2 dernières années ayant été tellement fragiles sur ces sujets, que je crois qu'on a surtout des raisons de se remobiliser autour de cette date des 2 ans de la SNDI, avec des outils, avec un plan d'action, un point d'avancement sur les différents éléments que vous avez pu et qu'on a pu identifier comme étant essentiels à la mise en œuvre de cette stratégie, vérifier tout ce qui bloque, tout ce qui représente toujours des freins et vraiment lever les points de blocage. Alors la plateforme SNDI, je sais que c'est une attente forte, je vous l'ai annoncé à notre première réunion de travail, elle sera prête avant la fin de l'année, on est en version bêta et la maquette vous sera donc présenté lors de la prochaine réunion. Il nous reste quelques questions à régler sur la gouvernance, sur le gestionnaire ou la gestionnaire de cette plateforme pour garantir la confidentialité des données douanières. Ce que je peux vous dire aujourd'hui, c'est que on a effectivement des feux au vert sur la transmission de ces données dans la mesure de certains engagements sur la confidentialité et l'anonymisation de ces données. C'était encore en rime hier, ça avance très positivement. Donc, le véhicule législatif est trouvé et on a des arbitrages qui sont très engageants. Une plateforme qui doit être aussi un outil évidemment de communication auprès des acteurs, donc qui mettra à disposition du grand public de nombreuses informations. Les engagements qui sont existants des acteurs et que l'on espère bien entraîner avec eux d'autres participations et d'autres engagements et ambitions, avec donc un volet qui sera spécifiquement dédié au cacao. Donc, nous pourrons l'enrichir de tous vos travaux. Et puis, cette plateforme, elle aura également vocation à mettre en place un système d'alerte précoce. C'est là que nous travaillons effectivement avec les services douaniers et avec tous les acteurs de cette filière pour que ces alertes soient évidemment faites de manière confidentielle et qu'il n'y ait pas une dimension de name and shame. Notre idée, je crois, elle est de partager une sensibilisation, une pédagogie et embarquer dans des engagements beaucoup plus que mettre à l'index. Donc, on est pleinement mobilisé sur ce point-là, sur les données douanières. J'en ai parlé en filigrane. Ce travail, il est en cours avec le ministère donc, du Budget et de l'Économie pour obtenir le transfert d'infos. On a, via des données satellitaires, la possibilité de localiser la provenance de matières premières. On a certainement des outils à apporter et à déployer à nouveau pour massifier ce type d'éclairage et de données. Avec effectivement donc cette garantie demandée par les douanes de confidentialité sur la gestion des données. Sur les mesures nationales qui peuvent être prises pour réduire les importations, notamment de cacao issu de la déforestation importée, mais de tout produit qui pourrait avoir un impact, nous avons donc un guide de la commande publique zéro déforestation qui est finalisé et qui sera présenté également lors de la prochaine réunion SNDI à la mi-novembre. On peut donc évidemment s'en réjouir. Il vise à encourager un achat évidemment responsable par l'ensemble des acheteurs publics
qui est basé notamment sur la valorisation des systèmes de certification. Je sais que c'est un gros travail que vous avez fait effectivement dans cette jungle des labels et des certifications garantissant la durabilité environnementale. À nouveau, sur ce point-là, je crois que les réflexions ne sont pas closes. On a beaucoup de réflexions, je le vois aussi au niveau parlementaire, sur tout ce qui peut toujours mieux éclairer le choix donc de consommation comme de commande publique. On a de grosses avancées encore sur ce volet-là à faire, mais aussi des outils qui commencent à être vraiment opérationnels, avec une traçabilité qui est de plus en plus complète sur les approvisionnements. La France travaille également, et vous le savez, simultanément à la prise en compte et à la promotion des labels existants, comme le label UTZ pour le cacao, mais également à l'évaluation de leur efficacité. Donc ça, je crois à nouveau que ces indicateurs et vraiment ce suivi sur les axes de projet qui pourraient garantir cette zéro déforestation, c'est un de nos axes de travail prioritaires. Et puis le comité scientifique et technique de l'AFD mène une étude à cet effet, donc je suis assez rassurée sur le fait que nous pourrons nous appuyer sur ces travaux en comparant les certifications existantes et toutes les matières premières qui sont ciblées par la SNDI. Alors ce label zéro déforestation, y compris au niveau européen qui est prévu dans la stratégie, nous le travaillons également au niveau de la Commission européenne, qui va proposer une initiative législative au deuxième trimestre 2021. Je le dis pour ceux qui n'auraient pas suivi l'actualité récente, mais j'imagine que vous êtes parfaitement au courant de tout ça. Les autres actions qui doivent déboucher à l'échelle européenne, et c'est des choses que j'ai pu évoquer la semaine dernière à Luxembourg. Ça va être le fait que la France porte, dans le cadre de la révision de la directive sur la responsabilité sociétale des entreprises qui encourent l'intégration d'un axe de lutte contre la déforestation. Vous le savez, la route est encore longue, mais on est à peu près en ligne et sur l'idée de promouvoir également la mise en place d'un devoir de vigilance obligatoire au niveau européen. On a aujourd'hui une parole forte et des engagements assez clairs sur ce point, en écho à l'excellent rapport d'initiative législative du Parlement européen. Et puis, nous poursuivons un travail qu'on peut considérer d'influence auprès de la Commission sur le sujet de la stratégie biodiversité, bien évidemment, parce que le lien, vous le savez, est extrêmement tenu et que nous devons le renforcer. Alors, ça a été un des objets de mon échange avec Virginijus Sinkevicius, que j'ai encore un petit peu de mal à prononcer, mais qui est notre nouveau commissaire européen chargé de l'environnement, qui est pleinement mobilisé sur ces sujets, et une réflexion que j'ai également engagée avec les ministres tchèques et danois, ainsi que portugais, puisque nous sommes aussi dans la perspective de la présidence française de l'Union européenne sur le premier semestre 2022. Donc, il va nous appartenir également de faire vivre ces sujets et de les porter jusqu'à ces échéances et la présidence française, où nous aurons clairement une voix d'autant plus forte et une vitrine pour porter toutes ces évolutions et tous ces atouts. Alors, l'action internationale demeure avec une organisation avec les autres pays importateurs d'un dialogue dans le cadre également du partenariat des déclarations d'Amsterdam, dans laquelle nous sommes fortement mobilisés depuis 2005, avec récemment la transmission d'une lettre au vice-président du Brésil, que vous avez sans doute eu entre les mains, façon d'alerter fortement, d'engager et d'approfondir le dialogue avec les autorités et la société civile brésilienne, société civile qui malheureusement observe avec beaucoup de détresse ce qui se passe notamment au niveau des incendies, mais qui souhaite évidemment nous voir poursuivre ce travail d'influence pour faciliter les chaînes d'approvisionnement durables dans un contexte géopolitique difficile. Et puis, nous allons signer une feuille de route avec la Côte d'Ivoire, on en parlait tout à l'heure, dès que la situation politique se sera apaisée. Les échanges demeurent, donc avec cet objectif de soutenir une politique de gestion durable des forêts, évidemment avec 80%, vous le savez, du cacao transformé en France qui vient de Côte d'Ivoire. Notre action en soutien de la mise en place de ces filières durables, elle est tout à fait stratégique et évidente. On a 2 autres feuilles de route qui sont en préparation, l'une avec l'Indonésie et l'autre avec la Colombie, et puis des démarches évidemment d'entreprises et d'ONG qui sont
présentés, qui seront représentés et qui demeurent aux avant-postes de cette lutte contre la déforestation importée. Donc la route est encore longue pour atteindre notre objectif de zéro déforestation importée à horizon 2030. Nous aurons sans doute encore de nombreuses raisons de nous retrouver et de travailler dans les mois et années qui viennent. Vous le savez, hein, l'implication de tous est nécessaire. Donc effectivement, c'est un travail à tout niveau, des entreprises aux ONG, en passant par cette diplomatie, ce travail interministériel. Et j'en oublie sans doute. En tout cas, aujourd'hui, nos engagements, et ça je m'y engage personnellement, doivent être mis en acte, et vous pouvez croire à mon absolue mobilisation sur ces sujets. Merci pour vos travaux et à très bientôt. Merci beaucoup, Madame la Ministre, pour cette mise en perspective particulièrement large, qui montre qu'effectivement, même si on a l'impression que ces travaux viennent après des travaux lancés depuis maintenant longtemps, on sent qu'on a aussi une longue route devant nous. Vous avez parlé de feuille de route et on a une longue route devant nous sur les différents chantiers que vous avez mentionnés et qui seront abordés au cours de cette journée. Je vais donc maintenant précisément passer la parole à Bertrand Walkner, qui est le directeur général délégué de l'AFD, qui met en œuvre la politique de coopération de la France et qui donc, à ce titre-là, est au premier rang des actions que la communauté nationale française, en tout cas, mène sur la question. Monsieur Walkner, à vous la parole. Merci beaucoup, Monsieur Laurence. Madame la Ministre, cher Yann, mesdames et messieurs, chers amis de l'IDRI et chers collègues de l'AFD, je suis donc très heureux de participer ce matin à l'introduction de ce séminaire sur les travaux que l'AFD et l'IDRI ont menés conjointement au cours des 3 dernières années, avec cette ambition de tirer avantage et d'extraire la substantifique moelle des projets en matière d'accompagnement des filières de production de cacao dans 2 pays, le Ghana et la République dominicaine, qui sont des pays dans lesquels nous intervenons depuis plusieurs années et qui sont des lieux intéressants pour regarder, évaluer, analyser, avoir des travaux de recherche et développement extrêmement poussés et sérieux, et puis sur cette base-là, pouvoir continuer à avancer dans le cadre de l'action de l'AFD, qui est un des acteurs français au service de la politique française de lutte contre la déforestation importée que Madame la Ministre a présenté dans son introduction, avec le rappel de cet objectif ambitieux de zéro déforestation importée en 2030. Et nous avons pour mission à l'Agence française de développement de contribuer aux solutions, aux méthodes et aux idées et aux travaux qui permettront d'atteindre cet objectif. Alors aujourd'hui, le cacao pour nous, c'est un enjeu qui est extrêmement structurant. Il est structurant parce que dans plusieurs de nos pays d'intervention, en Amérique du Sud, en Afrique, la filière cacao, ce sont des exploitations familiales agricoles petites. Ce sont des modèles de production qui sont en train de pivoter, qui étaient historiquement un pourvoyeur d'emploi pour des enfants dans des conditions qui n'étaient pas acceptables, qui étaient utilisés des méthodes de production trop intensives, trop en monoculture, utilisant trop de produits phytosanitaires et autres pesticides pour pouvoir parvenir à générer les rendements attendus. C'est également une filière extrêmement structurante dans des zones rurales dans lesquelles le maintien de l'emploi est important aujourd'hui. Donner un avenir à des jeunes pour reprendre une exploitation familiale dans des conditions de travail qui ne sont pas toujours très aisées est également important. Et puis, c'est un enjeu qui est important puisque au fur et à mesure que les travaux sur l'atteinte des objectifs de développement durable, sur le développement d'une agriculture familiale équilibrée et raisonnable avancent, on s'aperçoit que les enjeux sociaux, les enjeux environnementaux et puis demain, les enjeux, la composante biodiversité font que ces méthodes de production, ces travaux, ces modèles de production agricole et ces filières et la façon dont elles se structurent deviennent de plus en plus complexes à manager. Et puis enfin, c'est un enjeu également important puisque la filière cacao, un peu d'ailleurs au même titre que la filière soja ou la filière huile de palme, petit 1 contribue à la déforestation des pays dans lesquels ces filières se développent,
mais avec des enjeux qui sont aussi légitimes et qui sont ceux de pouvoir accompagner un développement économique pour sortir de la pauvreté un certain nombre de personnes qui s'y trouvent aujourd'hui, mais dans un contexte mondial où les consommations mondiales de soja, d'huile de palme et de cacao sont en très forte augmentation. Et du coup, avec le temps et si on poursuit les modèles de production qui existent aujourd'hui, on n'aura que des impacts négatifs qui continueront à se déployer dans les pays dans lesquels il y a aujourd'hui soit des zones forestières qui sont extrêmement réduites, et à ma connaissance, on a à peu près 90% de la forêt de Côte d'Ivoire qui a disparu au cours des 30 dernières années du fait de la mise en production massive d'un certain nombre de denrées agricoles et agroalimentaires. Ce n'est pas la seule raison, mais ça en fait partie, et le cacao y a évidemment contribué. Et puis, c'est également un enjeu pour des pays dans lesquels la culture du cacao est une source d'avenir et de revenus potentiels pour les agriculteurs qui y vivent, qui ont aujourd'hui des surfaces forestières très importantes, lesquelles surfaces sont évidemment menacées par si ces pays s'engageaient dans une monoculture intensive de cacaoyers, comme on peut le constater dans certains pays qui ont fait ce choix aujourd'hui. Mais ce qui est aussi intéressant, c'est que d'autres pays n'ont pas fait ce choix avec des politiques nationales. Je pense par exemple au Pérou, où l'accompagnement des exploitations agricoles, l'accompagnement des producteurs, la structuration locale des filières a permis de parvenir à un autre modèle de développement et de culture avec des labels qualité et avec cette possibilité d'accéder directement aux consommateurs et de donner un sens à un acte de consommation, à un acte d'achat à travers des labels que nous connaissons, label durable, label agriculture bio, etc., mais dont on s'aperçoit aussi, et c'est là que les travaux que nous avons menés avec l'IDRI sont intéressants, que ces labels aussi peuvent avoir un certain nombre de limites et qu'ils gagnent à être enrichis. Donc, qu'est-ce que nous avons voulu faire à travers ces travaux de recherche? Je crois que la première chose, et une des toutes premières missions de l'Agence française de développement, c'est de donner des preuves. Donner des preuves que les modèles agroforestiers, que les modèles d'exploitation en agriculture agroécologique permettent de donner un avenir à des producteurs, permettent de sécuriser des revenus, ont une capacité un jour à passer à l'échelle, et que ces travaux de recherche, parce qu'ils permettent de définir ce qu'est un complexe agroforestier, parce qu'ils permettent de définir des paramètres, parce qu'ils permettent de montrer qu'il y a des alternatives aux monocultures et parce qu'ils vont permettre de convaincre à la fois les consommateurs, les acheteurs de chocolat, du fait d'une structure très particulière de la filière cacaoyère avec des acheteurs de chocolat qui sont très concentrés au niveau mondial, et puis en premier lieu des producteurs de cacao, les convaincre qu'ils peuvent s'engager dans un autre mode de production sans risquer de mettre à néant tous leurs revenus au cours des 2, 3, 4, 5 années, le temps que la bascule puisse se réaliser. C'est évidemment extrêmement important et c'est l'ambition que nous portons dans nos projets et c'est l'ambition que nous avions quand nous avons lancé avec l'IDRI ces travaux de recherche et d'analyse pour aller regarder concrètement sur le terrain comment ça se passe, quels sont les rendements que peuvent attendre les producteurs de cacao, quel est le résultat en termes d'équilibre économique et financier pour leurs exploitations agricoles, puisque à la fin, notre conviction, c'est que personne n'a envie de se lancer dans une culture de cacao qui nuit à l'environnement, mais face aux besoins, aux enjeux économiques et financiers, c'est malheureusement un peu la solution à laquelle un certain nombre de personnes peuvent être contraintes. Voilà, donc c'est extrêmement important, donner des preuves, montrer que ça peut marcher pour pouvoir passer à l'échelle. Et puis enfin, mon dernier point d'introduction sera de dire que dans ces travaux de recherche, je pense que l'un des principaux enjeux qui ressort, c'est celui de la gestion de la complexité. Complexité au niveau local, filière de cacao au niveau local, et j'en parle d'autant plus aisément qu'ayant moi-même vécu les 20 premières années de ma vie dans une exploitation agricole ovine, je peux comprendre la perplexité, le découragement ou l'enthousiasme qu'un producteur peut avoir quand on lui explique qu'il n'a pas le droit d'employer d'enfants, il ne faut plus qu'il mette de pesticides et d'herbicides, il faut qu'il travaille sur la biodiversité et qu'il ait, selon les papiers d'IDRI que j'ai pu consulter, au moins 50 arbres à l'hectare qui participent au couvert ombragé indispensable à la préservation des sols. Et quand on rentre dans ce type de détails, on se rend compte que l'agriculture de demain, si elle veut intégrer ces différents enjeux, si elle veut
œuvrer à la biodiversité, si elle veut œuvrer au bien-être des populations locales, un travail décent, elle est déjà et elle va devenir encore plus complexe, d'autant plus, et c'est d'autant plus vrai pour la filière du cacao qu'elle est connectée au niveau mondial directement avec une structure de filière très particulière et des pouvoirs de marché très importants qu'occupent certains acteurs aujourd'hui. Très atomisée à l'aval chez les consommateurs, extrêmement atomisée aussi évidemment à l'amont chez les producteurs, très concentrée au milieu. C'est également un enjeu de complexité donc, au niveau local, au niveau territorial, puisque les acteurs aujourd'hui, que sont les producteurs de cacao, les élus locaux, doivent avoir la possibilité de se réunir pour construire des projets de territoire et pour décider, dans le cadre de la mise en place d'une stratégie sur la production locale du cacao, doivent pouvoir décider quelles zones seront mises en quel type de culture, quelles zones de forêt seront préservées et quels sont les choix qui seront faits en se projetant à un horizon de 5, 10, 15 ans, 20 ans avec les outils nécessaires pour pouvoir le faire. C'est donc complexe parce qu'il faut intégrer environnement, enjeux sociaux, enjeux en matière de biodiversité et qu'on s'aperçoit aujourd'hui que pour gérer cette complexité, qui est le souhait, je pense, quand même, des consommateurs et des multinationales de l'agroalimentaire, et je le dis pour en avoir parlé avec certains acteurs privés, il y a ce souhait d'être en capacité de gérer cette complexité. Et pour pouvoir gérer cette complexité, nous avons besoin d'indicateurs qui simplifient quand même ce que c'est qu'une exploitation qui préserve l'environnement, qui répond à des enjeux sociaux jugés comme décents et qui, d'une certaine façon, protège et préserve et garantit le maintien de la biodiversité. Et donc, pour gérer cette complexité, on a besoin de ces indicateurs un peu simplistes. On devra sans doute en passer par là. Et c'est l'un des enjeux des travaux de recherche, définir ce qu'est un complexe agroforestier qui permet de garantir la préservation des sols, de la biodiversité, petit 1, définir ces critères et ensuite être capable de les formuler et de les résumer en quelques indicateurs qui pourront être repris au niveau national dans un pays par une filière, au niveau international avec l'appui notamment de ces centrales d'achat de chocolat qui sont très concentrées, ont donc un pouvoir énorme, mais c'est aussi probablement une force sur laquelle il nous faut capitaliser. Si on arrive à les embarquer dans quelque chose, elles auront du coup un pouvoir de marché et une capacité à faire passer à l'échelle la filière du cacao extrêmement significative. Voilà, donc pour conclure, je dirais que cette journée est importante pour nous à plusieurs titres. J'en ai un peu parlé déjà, mais je me permets d'insister sur la notion de redevabilité. Nous mobilisons de l'argent public pour pouvoir faire les travaux que nous menons dans les États dans lesquels nous intervenons. Nous voulons apporter des preuves et les résultats qui vous seront présentés aujourd'hui doivent être challengés, doivent être débattus. Nous incorporerons les résultats de ces travaux dans les projets que nous construirons à l'avenir. Et c'est extrêmement important que d'être capable de regarder ce que nous avons fait sur le terrain avec un tiers qui est l'IDRI aujourd'hui, de regarder ce qui s'est bien passé, ce qui s'est moins bien passé, et puis dans les projets que nous construirons à l'avenir, de réorienter ceci. Premier point. Mon deuxième point, c'est de rappeler donc, que nous sommes un acteur qui a l'ambition de contribuer à la stratégie nationale de lutte contre la déforestation importée. Et encore une fois, je remercie la ministre d'en avoir parlé dans son introduction. Et puis enfin, rappeler qu'il y a cet enjeu d'indicateur qui est extrêmement structurant, autour duquel beaucoup des entreprises tournent aujourd'hui, réfléchissent. Voilà, comment est-ce qu'on quantifie la quantité de matière organique dans un sol? Comment est-ce qu'on évalue le bon couvert forestier pour une production qui assure la préservation de la biodiversité? Je vous souhaite à toutes et à tous une excellente journée et merci beaucoup de m'avoir permis de faire cette introduction. Merci à vous, c'est très inspirant. Ça ouvre effectivement de manière extrêmement utile la perspective des 4 sessions qui vont être abordées aujourd'hui. Nous avons déjà quelques questions, certaines. Alors je vais juste indiquer des réponses aux 2 dernières. Une des questions concerne les indicateurs qui existent dans les cahiers des charges, des certifications. Alors ça va être exactement le sujet de l'une de nos sessions, la 3e, celle du début de l'après-midi aujourd'hui. Et puis une question aussi sur la contrainte que représente le faible prix
aujourd'hui payer aux producteurs, aux premiers producteurs du cacao, et en gros avec l'idée que tant qu'on ne paye pas plus le kilo de cacao produit, on aura du mal à faire des choses efficaces dans ce domaine. Ça, c'est effectivement le sujet notamment de la deuxième séance de ce matin, là, à partir de 11h30, sauf erreur, qui va traiter en particulier justement la complexité de cette chaîne de valeur. Et comme l'a dit Bertrand Waltner, de quelle manière elle est à la fois une opportunité, parce que quand on a quelques acteurs concentrés, l'avantage c'est qu'on peut travailler avec eux, on peut les attraper, on peut travailler avec eux, et l'inconvénient c'est qu'ils sont très puissants, donc s'ils ne veulent pas, c'est un peu plus difficile. Mais voilà, donc c'est un peu les questions qu'on va regarder aujourd'hui. On a une question aussi sur est-ce que le protocole de Nagoya fait partie des réponses. Alors là, clairement, je peux répondre moi-même. La réponse est non. Pour des raisons bien simples, c'est que précisément le protocole de Nagoya a été négocié, et ça a même été un sujet douloureux de la négociation, en sortant de son champ tout ce qui est le partage des bénéfices des ressources naturelles en tant que telles. Le protocole de Nagoya, il ne s'applique qu'aux ressources génétiques. Et ça a bien été un gros enjeu de discussion. Certains pouvaient justement imaginer qu'il soit à la manière de gérer le partage des bénéfices de l'exploitation des ressources naturelles comme la forêt, le bois, le cacao, etc. Ça n'a pas été le cas. Et bien sûr, donc les questions concernant la certification, etc., seront abordées tout à l'heure. Merci beaucoup, Monsieur Waltner. Je vais donc maintenant lancer, et à bientôt, je vais donc lancer maintenant la première session de cette journée qui va s'intéresser en particulier à l'agroforesterie. Parmi les approches, et comme vient de le dire Monsieur le directeur général délégué, parmi les approches qui sont souvent mentionnées, il y a l'idée de dire qu'on peut produire du cacao en association avec la forêt, et même sous la forêt, ou en tout cas en association avec des arbres. C'est ce qu'on appelle, pour simplifier, je simplifie beaucoup, mais on va le traiter de manière beaucoup plus approfondie tout à l'heure, c'est ce qu'on appelle l'agroforesterie. Cultiver le cacao en association avec des arbres, avec d'autres arbres que le cacaoyer, et éventuellement même dans la forêt. C'est le sujet de cette première session, et je vais donner la parole successivement à Frédéric Amiel, qui travaillait à l'IDRI sur cette question avec moi précisément, à Patrick Jagoret du CIRAD, qui est aussi un expert de cette question, à Manuel Toledo de l'Université de Göttingen, qui fera sa présentation en anglais, les spécialistes de cette relation, et notamment de la relation agroforesterie et biodiversité. Et pour toutes ces sessions, on donnera la parole après la partie questions et réponses et le dialogue avec vous. On donnera la parole en clôture pour chacune de ces sessions à une personnalité de l'AFD. Et pour cette première session, ça sera Tiffaine Leménager, qui est le chef de projet responsable biodiversité à l'AFD et qui travaille en particulier sur ces questions-là. Je vais donc donner sans attendre la parole à Frédéric Amiel pour ta présentation. Est-ce que Frédéric, tu es là? Oui, je te vois. Et est-ce que tu peux j'imagine tu partages ton écran avec des slides. Merci Yann, bonjour à toutes et à tous. Merci de l'opportunité de présenter ce travail que j'ai pu effectuer effectivement avec l'IDRI et l'AFD pendant ces 3 dernières années. L'idée de cette première présentation, c'est de parler plutôt de l'aspect de la biodiversité dans la production cacaoyère. Alors, en fait, quand on a commencé le travail avec l'IDRI, l'idée était de voir si et comment on pouvait caractériser le lien entre, d'une part, l'impact de la production de cacao sur la biodiversité en général, et en particulier la forêt, qui est le premier impact, en tout cas l'impact le plus direct qu'on pouvait envisager, et je dirais l'organisation économique de la chaîne de valeur, ce qui ne sort pas de nulle part, mais qui est issu en fait du constat que sur un certain nombre de commodités internationales, l'IDRI avait auparavant travaillé déjà sur le soja, l'huile de palme, le thon, etc. On voit apparaître des liens entre la façon dont est gérée la chaîne de valeur économique et l'impact, ou en tout cas le niveau d'impact de la production ou de l'exploitation sur la biodiversité. Et donc la première question qui se posait, c'est quel est exactement l'impact aujourd'hui de la production de cacao sur la biodiversité. Il était de notoriété publique, il est de notoriété publique aujourd'hui que le cacao est un facteur de déforestation. En tout cas, il est identifié comme une production à risque dans les pays de production. Pour autant, il fallait regarder comment on pouvait le quantifier et à quel niveau se situait cet impact. Et on a été assez surpris assez vite de découvrir que si
la production de cacao est beaucoup étudiée d'un point de vue agronomique, d'un point de vue de facteurs de production, éventuellement d'un point de vue de la biodiversité ou en tout cas, je dirais, de l'impact sur les écosystèmes au sein de la plantation. L'impact général de cette production au niveau global, notamment sur la forêt et sur la forêt environnante, était assez peu étudié, à certaines exceptions près. On a la chance d'avoir aujourd'hui El Sirad et l'Université de Göttingen qui font partie de ces exceptions parmi les instituts de recherche qui ont travaillé sur la question. Donc, on a tenté de faire cette synthèse, en tout cas à partir de la littérature existante. Alors, je rappelle quelques faits basiques qui ont déjà été un peu mentionnés ce matin. Le cacao, c'est une plante forestière au départ, c'est-à-dire que l'origine de l'espèce est forestière avant sa domestication, originaire d'Amérique latine. La culture traditionnelle, en tout cas aussi loin qu'on puisse remonter nos connaissances agronomiques, est plutôt une culture sous ombrage, même si c'est développé plutôt récemment des formes de culture dites en plein soleil, notamment avec la sélection de certaines variétés. Et c'est une plante qui est très sensible à l'évolution des facteurs climatiques, à l'évolution du niveau d'humidité, donc en fait qui ne peut pas s'adapter à n'importe quel milieu, mais qui, in situ, dans les plantations, est aussi particulièrement sensible à deux facteurs. D'une part, la quantité de soleil. En gros, s'il n'y a pas assez de soleil, s'il y a trop de soleil, on a un risque de développement de parasites, notamment d'insectes qui vont venir infecter les cabosses de cacao. Et puis l'humidité, s'il y a trop d'humidité, au contraire, on a des champignons qui viennent détériorer la qualité des produits, voire dans certains cas complètement obérer la récolte ou la pérennité d'une cacaoyère. Donc, je dirais dans ce qu'on appelle l'exploitation traditionnelle sous ombrage du cacao, on a ce qu'on appelle cette gestion de l'ombrage, ce management de l'ombrage selon les termes actuels, qui est beaucoup mis en avant par les producteurs comme une des qualités ou en tout cas une des clés de la production de cacao. On y reviendra, c'est pour ça que je m'y attarde un petit peu. Et puis, c'est une culture pérenne. On n'est pas sur une culture annuelle, sur une culture bisannuelle, etc. Quand on plante un plant de cacao, on est parti pour au moins 25 ans de culture, voire plus, voire beaucoup plus dans certains pays d'Amérique latine, certaines cacaoyères qu'on a pu visiter, notamment en République dominicaine, qui est un des pays sur lesquels on travaillait. Donc, ça veut dire qu'en termes économiques, en termes d'investissement pour les producteurs, en termes de plan économique des plantations, ce n'est pas négligeable quand on part sur des cultures pérennes sur des cycles de 25 ans ou plus. La déforestation pour le cacao, donc elle est avérée et connue, mais finalement on a du mal à trouver des chiffres pour les quantifier. Néanmoins, en recroisant différentes études de la Commission européenne, de la FAO, certaines études de terrain, notamment l'Université du Ghana, etc., on a pu, je dirais, se rapprocher en tout cas de chiffres qui semblent donner une bonne idée de la déforestation liée à la production du cacao, mais je le dis avec précaution parce qu'aujourd'hui, on ne peut pas affirmer que c'est le chiffre exact de la déforestation due au cacao. Ce chiffre n'est pas connu et il est encore difficile à connaître pour des raisons que je ne pourrais pas développer ici. La production de cacao, c'est environ 4 millions d'hectares au début des années 70 et c'est plus de 10 millions d'hectares en 2013. Je vous ai mis la courbe en dessous, on est sur une augmentation massive des surfaces cultivées en cacao. On sait que 50% à peu près des nouvelles plantations se font au détriment des forêts. Et en recoupant ces différentes informations, on peut estimer qu'aujourd'hui, 3,3% de la déforestation mondiale est imputable au cacao. C'est à la fois peu et c'est à la fois beaucoup si on le compare à d'autres commodités agricoles. Et si on resserre sur les forêts tropicales, on est plutôt autour de 8 ou 9% de la déforestation imputable au cacao en tant que commodité agricole, ce qui commence à devenir extrêmement significatif. Ensuite, on s'est penché sur l'agroforesterie à cacao. La question étant, on le met souvent en avant, et du coup, pour lutter contre la déforestation, en tout cas pour limiter l'impact de la culture de cacao sur la déforestation, en fait, il faut faire du cacao associé avec de la forêt. Est-ce qu'on peut faire du cacao sous ombrage? Est-ce que si on continue à produire du cacao dans des forêts, on va limiter la déforestation? Alors, les modes de production, comme je le disais tout à l'heure, elles présentent un continuum, en fait. C'est-à-dire qu'en théorie, il faut cet équilibre entre ombre et soleil. En réalité, les choix, les stratégies choisies par les producteurs sur le terrain varient énormément, de la culture plein soleil que vous avez à une extrémité du graphique que j'ai projeté, à des systèmes extrêmement complexes qu'on trouve notamment en Amérique latine, les systèmes Cabruco
au Brésil, sur lesquels on a plusieurs centaines d'espèces d'arbres différents à l'hectare, et où en fait le cacao est véritablement noyé au sein d'une agroforêt au sens propre du terme. Et entre les deux, vous avez différents niveaux d'agroforesterie. Et comme vous pouvez le voir sur le graphique qu'on a essayé de reproduire, on parle d'agroforesterie dès qu'il commence à y avoir 4, 5, 6 arbres à l'hectare pour ombrager les cacaoyères. Alors qu'en réalité, il faut imaginer que 4, 5, 6 arbres à l'hectare, c'est quand même une monoculture de cacao au sein de laquelle vont émerger ça et là quelques arbres. Donc on est loin d'un système qui va ressembler à une forêt. Et donc la seconde question qu'on s'est posée, c'est en fait, de combien on s'éloigne d'un écosystème forestier quand on commence à faire de l'agroforesterie à cacao? Et en gros, est-ce que la biodiversité d'une agroforêt à cacao peut prétendre remplacer ou en tout cas compenser la biodiversité d'une forêt naturelle qui aurait été convertie en agroforêt à cacao? Alors, je vous passe le détail des chiffres, mais je vous ai mis un tableau simplifié sur la question. La première ligne, elle vous donne le cacao en plein soleil, et la deuxième ligne, le cacao sous ombrage. Et ensuite, dans les colonnes, vous avez d'abord le pourcentage d'espèces d'arbres forestiers natifs qu'on retrouve dans ces niveaux-là. Et si on va même dans du cacao sous ombrage, on est généralement en dessous de 40% du nombre d'espèces qu'on va retrouver dans une forêt à proximité similaire. Donc en fait, on diminue de plus de la moitié la variété spécifique des arbres qu'on retrouve dans les agroforêts. Donc ça, c'est très important du point de vue de la biodiversité. Ensuite, la variété de la végétation générale. Donc là, on n'est plus seulement sur les arbres, on est sur les fleurs, on est sur les mousses, on est sur les fougères, etc. Cette variété, on va en trouver une meilleure proportion dans le cacao sous ombrage, mais quand on est sur des systèmes à cacao plein soleil, on est encore de nouveau très très loin du compte. Et puis ensuite, la variété de la faune. Là, on a plutôt un bon score sur le cacao sous ombrage. Trop de variétés selon les modes de production en cacao plein soleil, donc c'est très difficile de l'identifier. À l'exception, cependant, des chauves-souris. Et pourquoi est-ce qu'on note qu'il y a une exception pour les chauves-souris? C'est parce que les chauves-souris, surtout en système tropical, sont très importantes pour la dispersion spécifique, pour la dispersion des graines et pour la préservation des écosystèmes sur le long terme. Et puis ensuite, une petite note sur la préservation des sols. Ce qui ressort de ce tableau, c'est qu'on peut s'approcher fortement d'un écosystème qui ressemble à un écosystème forestier naturel dans le cacao sous ombrage, mais à condition, et ça vous ne pouvez pas le voir sur ce tableau qui n'est pas assez détaillé, d'aller vers les systèmes agroforestiers les plus complexes et qui malheureusement sont les plus rares, notamment dans les grands pays producteurs de cacao que sont aujourd'hui la Côte d'Ivoire et le Ghana. Ils sont quasiment inexistants, ces systèmes qui se rapprochent vraiment des systèmes forestiers. Et même dans ce cas-là, même dans les niveaux d'agroforesterie les plus complexes, on reste quand même très éloigné, notamment dans le nombre d'espèces d'arbres qu'on trouve à l'hectare, des systèmes forestiers. Donc une agroforêt n'est pas une forêt, ne peut pas être considérée comme équivalente à une forêt naturelle, et donc remplacer une forêt naturelle par une agroforêt à cacao, ça n'est pas une solution pour lutter contre la déforestation. Ceci étant dit, est-ce que ça veut dire que ça ne sert à rien de faire de l'agroforesterie? Pas du tout. Par contre, ce sur quoi on a essayé d'insister dans les travaux de l'IDRI, c'est qu'en fait, il y a deux problèmes à traiter. D'une part, il faut arrêter de remplacer des forêts par des productions de cacao. Mais quand même bien, ça serait de l'agroforesterie complexe, il ne faut plus remplacer des forêts naturelles par des productions de cacao. Et ensuite, là où il y a de la production de cacao aujourd'hui, ce qui est important, c'est de développer de l'agroforesterie la plus complexe possible. Je vais accélérer parce que je pense que je suis en retard. Yann, tu me confirmes. Donc, je vais vous passer cette histoire de cycle du cacao, en tout cas le diagramme, et juste expliquer le deuxième problème. Une fois qu'on a dit ça, c'est quoi les enjeux? En fait, cette théorie du cycle du cacao, elle vient notamment des travaux de François Ruff, qui a travaillé là-dessus au CIRAD. On a essayé de voir à quel point est-ce qu'elle se confirme aujourd'hui dans les phénomènes économiques et agronomiques qu'on peut observer. En gros, comme je l'ai dit tout à l'heure, un champ de cacao, c'est 25 ans optimum de production, 25-30 ans. Et en fait, on constate que ce qui se passe dans les régions de production, c'est qu'au bout de 25-30 ans, en fait, comme les cacaoyères ne deviennent pas productives et que les producteurs n'ont pas le capital pour réinvestir, au lieu de réinvestir dans le renouvellement des champs de cacao, en fait, il y a un déplacement. C'est-à-dire qu'en fait, on a des nouvelles zones de production de cacao qui vont venir remplacer les zones de production précédentes. Et donc, la déforestation du cacao, ce n'est pas des producteurs tellement qui étendent leurs champs de cacao
au-delà des limites habituelles, qui vont petit à petit gagner sur la forêt. En fait, c'est des zones de production entières qui, tous les 30 ans, vont passer d'un pays à l'autre, d'un bassin de production à un autre. Et donc, en fait, on a des déplacements massifs de bassins de production de cacao d'une zone agricole à une zone forestière. Et en fait, c'est contre ça qu'il faut lutter. Et c'est là qu'on distingue le second enjeu, si on veut préserver la biodiversité dans la production du cacao. C'est pas tellement… bien sûr, il y a la gestion de la biodiversité au sein de la parcelle, mais ce qu'il faut éviter, c'est qu'on arrive à un nouveau cycle du cacao. Et il faut qu'on évite que le cacao qui aujourd'hui est produit en Côte d'Ivoire, au Ghana, en Indonésie, au Cameroun, se déplace demain en République démocratique du Congo, en République du Congo, au Gabon, en allant remplacer les forêts qui sont toujours en place dans ces pays qui restent des pays fortement forestiers. Donc en fait, on n'a pas tellement un enjeu d'éviter l'extension des cacaoyères existantes. L'enjeu, c'est comment est-ce qu'on préserve la production de cacao là où elle est aujourd'hui. Et là où aujourd'hui, elle est dans une situation économique extrêmement précaire qui conduit beaucoup de producteurs cacaoyers à renoncer à leur production au risque de voir cette production se déplacer dans un autre pays ou dans un autre bassin forestier. Merci. Merci beaucoup Frédéric, tu as quand même réussi à concentrer beaucoup de choses dans le temps de manière très efficace. Je pense que le message est très clair. On va le compléter avec maintenant une présentation de Patrick Jagoret du CIRAD qui a en gros pour traiter les mêmes questions. Comment est-ce que vous voyez l'agroforesterie et notamment ses rapports à la biodiversité? Patrick, vous êtes là? Oui, oui. Oui, et vous pouvez partager votre écran, je pense. Voilà, et c'est exactement, on le voit. Je vous donne la parole maintenant pour une quinzaine de minutes. Merci beaucoup. Voilà, dans la continuité un peu de la présentation de Frédéric, c'est vrai que bon, j'ai voulu démarrer un peu en remettant quelques éléments de contexte. C'est vrai que jusqu'il y a peu, voilà, la biodiversité, l'agroforesterie en cacaculture, c'était un peu un gros mot qu'on n'osait pas trop prononcer. Puisque dans les années 50, on s'est très vite rendu compte que le cacaoyer, lorsqu'il était cultivé sans ombrage, exprimait son potentiel. Et moins le système de cacaoculture était diversifié, plus on limitait les compétitions pour la lumière, l'eau, les éléments minéraux. Donc à partir de là, les services techniques, les agronomes ont visé la mise au point de modèles techniques, alors conventionnels, intensifs, hein, ça dépend du qualitif qu'on utilise, principalement basés donc sur la mise en place de cacaoyères après des friches forestières. On élimine les arbres, hein, toute source de compétition. On utilise des variétés améliorées, on conduit les cacaoyers en culture pure ou sous un ombrage léger, bien souvent reconstitué, et on recourt aux intrants, notamment en termes de fertilisation minérale et de lutte phytosanitaire contre, en particulier, les myrides et la pourriture brune, qui sont les deux fléaux africains, des vergers cacaoyers africains. Alors, bon, on a diffusé ces systèmes de cacaoculture monospécifiques ou agroforestiers simples, qui, je rejoins Frédéric, c'est-à-dire qu'on a des systèmes agroforestiers que l'on dit agroforestiers, mais qui sont relativement simples et qui s'apparentent beaucoup plus à des systèmes conventionnels. Alors, c'est des systèmes qui sont valables si le paquet technique est bien respecté. Et ce qu'on observe chez les petits agriculteurs, c'est que ce n'est pas le cas. Ils se sont emparés d'une partie du paquet technique, mais et notamment tout ce qui concerne fertilisation minérale et protection phytosanitaire n'est pas adopté. Et là, on a un cycle que Frédéric a commencé à décrire, c'est-à-dire au bout de quelques années, 10, 15, 20 ans, on a donc une chute de rendement, une dégradation du peuplement cacaoyer, un abandon des anciennes cacaoyères ou leur reconversion, le déplacement des agriculteurs vers de nouvelles zones forestières, nouvelles défriches, nouvelles cacaoyères, etc. Et donc, c'est un modèle de cacaoculture qui atteint ses limites. Alors, sur le plan agronomique, on voit bien l'absence de durabilité de ce modèle. Sur le plan économique, il était très longtemps plus intéressant, plus économique de créer une cacaoyère sur forêt que de réhabiliter une ancienne cacaoyère. Donc aujourd'hui, ce modèle, avec la disparition des principales zones forestières, est bloqué. Alors, aujourd'hui, la biodiversité, l'agroforesterie est toujours un gros mot, mais non, puisque finalement, comme on l'observe, on a quand même des systèmes agroforestiers qui perdurent dans de nombreux pays producteurs de cacao.
On a évoqué la République dominicaine, le Costa Rica, le Cameroun, y compris en Côte d'Ivoire dans la zone Est. Et l'évaluation, depuis une quinzaine d'années, on évalue tous ces systèmes. Alors, c'est des systèmes qui étaient, qui ont été très longtemps décriés, voire ignorés par les agronomes. Là, on le redécouvre, et donc je vais zoomer sur quelques résultats que l'on a obtenus au Cameroun. Alors, pourquoi au Cameroun? Parce qu'on est sur un pays, c'est le 5e producteur mondial de cacao, et l'essentiel du verger est constitué de systèmes agroforestiers dits complexes, c'est-à-dire où on a vraiment une grande quantité d'arbres et d'espèces associés au cacaoyer. Alors, l'intérêt de ces pratiques agroforestières, je les mets en lien avec l'impact du changement climatique. Je vous ai remis ici une carte qui présente un peu l'évolution des zones de cacaoculture dans les 2 principaux pays producteurs de cacao à l'horizon 2050. À chaque fois, je vous mets les références biblio de façon à ce que vous puissiez les retrouver si vous voulez creuser la question. Donc, on est sur une raréfaction des zones propices à la cacaoculture, liée principalement donc, à une augmentation de la température non compensée par la pluviométrie annuelle, donc une augmentation de l'évaporation, de l'évapotranspiration et un assèchement du climat. Or, au Cameroun, on a observé dans une zone suboptimale pour la cacaoculture. Quand je dis suboptimale, c'est suboptimal pour la cacaoculture monospécifique. Donc, c'est la zone de transition forêt-savane où vous avez ici un peu un visuel de cette zone. C'est une zone qui est suboptimale parce que déjà la répartition des pluies est très inégale. On a 3-4 mois de saison sèche avec moins de 50 mm d'eau, ce qui est rédhibitoire pour le cacaoyer. On a également une végétation essentiellement constituée d'impérata et on a des sols principalement sableux. Donc, tout ce qu'il faut pour ne pas réussir une cacaoculture, une parcelle de cacaoyer. Et là, grâce à 2 stratégies, une stratégie qui vise la mise en place de palmiers à huile ou la plantation de cultures annuelles en 3 étapes. D'abord, le contrôle d'impérata, ensuite l'introduction de cacaoyer d'arbres associés dans le système et en quelques années, les agriculteurs parviennent à transformer ces zones de savane en cacaoyères agroforestières, en systèmes agroforestiers, qui ont un rendement moyen donc, de l'ordre de 700 kg à l'hectare. Lorsque l'on compare à une parcelle monospécifique plus ou moins dégradée, on est quand même largement au-dessus, et où cohabitent, où sont complantés 1200 cacaoyers en moyenne avec 200 arbres associés. Donc, ce sont des éléments qui, sur le plan technique, interpellent quant à la mise en valeur des zones, de futures zones qui deviendraient suboptimales pour la cacaoculture en Afrique de l'Ouest, par exemple. Un autre avantage, et ça a été évoqué, la gestion des bioagresseurs. On a mis en lien depuis un certain nombre d'années les liens entre densité de myrides. Alors, les myrides, c'est cet insecte piqueur-suceur qui s'attaque au cacaoyer, qui entraîne des défoliations qui peuvent être parfois sévères. Et lorsque ces défoliations sont répétées chaque année, le cacaoyer, meurt. Et vous imaginez bien l'impact sur sa productivité. Vous avez là 4 cartes. Alors, une première qui vous montre un peu le positionnement des recouvrements des arbres d'ombrage dans une parcelle agroforestière cacaoyère. Vous avez ici le pourcentage de lumière transmise au cacaoyer. Donc là, on voit bien qu'il y a un trou de lumière, comme on dit, une zone où les cacaoyers ne bénéficient pas d'un ombrage. Et vous avez ici la distribution spatiale sur 2 années successives des myrides. Et on voit bien la coïncidence entre cette répartition et l'absence d'ombrage dans la cacaoyère. Donc là, on voit bien que l'ombrage peut permettre de réduire et de moduler, de réguler ces populations de myrides. Et quand on va un peu plus loin, on voit que la façon dont les arbres, ici c'est une étude qui a porté sur les arbres forestiers, la façon dont les arbres forestiers sont, positionnés dans la cacaoyère permet là aussi non seulement de réduire, de jouer sur la répartition spatiale des myrides, mais également de fortement réduire les populations. Vous avez ici, par exemple, des arbres qui sont positionnés de façon agrégée, sous forme d'îlots dans la cacaoyère, et ici, des arbres positionnés de façon relativement homogène, et l'on voit bien une différence significative en ce qui concerne le nombre de myrides. Donc, vous voyez, ces travaux montrent bien l'intérêt d'une gestion assez fine des arbres dans les cacaoyères,
pour réduire la densité de myride et du coup pour réduire le recours aux intrants, notamment aux insecticides. Alors il ne s'agit pas de s'affranchir complètement des insecticides, mais d'en utiliser beaucoup moins. Et de là, on voit évidemment l'intérêt pour les agriculteurs qui quand même réduisent leur dépendance vis-à-vis de ces insecticides et en termes de coûts, les économies qu'ils peuvent faire. Alors, je vais rappeler quand même l'intérêt aussi plurifonctionnel de ces systèmes. Là, vous avez la vue d'une cacaoyère agroforestière complexe, où on distingue très bien le peuplement cacaoyer, donc dans la strate basse. Ce peuplement cacaoyer, il a vocation à produire du cacao. Les différents arbres fruitiers, donc sapoutiers, avocatiers, agrumes, palmiers, etc., ont pour vocation à produire un certain nombre de fruits, mais également à fournir un ombrage adapté au cacaoyer. Et les différents arbres forestiers, ils sont multiples, présents dans ces cacaoyères, ont pour usages principaux la production notamment de produits médicinaux, la production de bois d'œuvre, bien entendu, et de fonctions également principales, c'est-à-dire la fourniture d'un ombrage, mais également le maintien de la fertilité du sol. Et on s'est interrogé, on a mené un certain nombre de travaux pour connaître la valeur d'usage de ces espèces pour les agriculteurs. Quand on lit certains documents, bon, on a des explications qui nous laissent un peu dubitatifs. Donc là, on a demandé aux agriculteurs la valeur d'usage qu'ils accordaient à leurs différentes espèces et en fonction des usages, et on a agrégé un peu toutes ces données. Alors, on se rend compte que 80% de ces espèces associées au cacaoyer ont une valeur d'usage pour les agriculteurs. Finalement, elles ne sont pas là par hasard, contrairement à ce que l'on peut lire parfois. Et que lorsqu'on fait un profil d'usage d'une cacaoyère agroforestière dans le centre Cameroun, on voit que la valeur d'usage la plus importante considère la production d'un certain nombre de fruits, d'aliments qui sont destinés à la vente et également à l'autoconsommation des ménages. Mais on a également 12% de cette valeur qui concerne la production de bois, 11% qui concerne 11% de cette valeur attribuée aux espèces qui concerne le maintien de la fertilité du sol, et ça c'est un élément extrêmement important en termes de durabilité du système. Vous avez par exemple deux espèces emblématiques qui sont le Ceiba pentandra et le Ficus mucoso qui sont mises délibérément ou conservées délibérément dans les cacaoyères pour jouer sur cet aspect maintien du sol. On a également tout ce qui est produits médicinaux, un rôle social et enfin 5% de cette valeur qui concerne l'ombrage adapté au cacaoyer. Donc vous voyez que derrière tout ça, on a une diversification des productions, une diversification également des revenus, qui est fortement, intéressante lorsque les prix du cacao, diminuent. Mais également en termes on a à chaque fois des périodes de récolte qui sont étalées au cours de l'année et qui sont extrêmement importantes dans le fonctionnement de la trésorerie des ménages. Enfin, et ça me semble l'élément le plus important, j'aurais pu développer sur d'autres aspects, ce sont des systèmes où les compromis sont possibles. On peut avoir, bien souvent, on pense que la production de cacao, la biodiversité se fait au détriment de la production de cacao, ou le stockage de carbone se fait au détriment de la production de cacao. Donc là, finalement, on a un certain nombre de cacaoyères qui cochent toutes ces cases. Mais ici, je vous ai mis une diapo, ce sont des résultats que l'on vient de publier, qui montrent bien que rendement en cacao n'est pas forcément incompatible avec la durabilité du système. En abscisse, vous avez l'âge des cacaoyères sur cette figure. Alors effectivement, là, on est sur des cacaoyères, des vergers relativement anciens. Et en ordonnée, vous avez la surface terrière relative des cacaoyers. Alors, cette surface terrière, c'est en fait, si on coupe transversalement un tronc, c'est la surface occupée par le tronc. Et donc, cette surface terrière relative, c'est la surface agrégée des peuplements cacaoyers par rapport à l'ensemble des arbres qui sont présents dans la parcelle, cacaoyers et, arbres associés. Alors, et chaque point représente une cacaoyère et la taille du point, est proportionnelle au rendement. Vous voyez en haut de la figure, on a un groupe de cacaoyères où la surface terrière relative des cacaoyers est de l'ordre de 60, 70, 80%. On est des cacaoyères où les rendements sont relativement satisfaisants. On est plutôt sur des systèmes agroforestiers simples, puisque les arbres associés ne représentent que 20 à 30% de cette surface terrière globale.
Mais on voit qu'au-delà de 40 ans, on n'observe plus ce type de cacaoyère. En revanche, à l'opposé, on est sur des cacaoyères en bas de la figure, on est sur des cacaoyères dont la surface relative est inférieure à 30%, donc des systèmes agroforestiers assez complexes, où l'on voit la taille des points, finalement des cacaoyères où les rendements sont nettement moins élevés que dans la première catégorie, mais on observe que ce sont des cacaoyères finalement assez durables puisqu'on les retrouve bien au-delà de 40 ans. Et au milieu, entre 30, 40, 50% de surface terrestre relative, on a une zone un peu de compromis où globalement les cacaoyères ont des rendements tout à fait satisfaisants, de l'ordre d'une tonne à l'hectare, mais on observe que ce sont des cacaoyères qui finalement, la durabilité de ces cacaoyères n'est pas menacée. Alors, juste un détail, ce sont des cacaoyères qui ne sont absolument pas conduites avec fertilisation. Il n'y a aucune intervention de l'agriculteur dans ces cacaoyères. Donc là, ça interpelle, et c'est vrai que cet indicateur du coup de surface terrestre relative des cacaoyers, on est en train de militer pour que ça fasse partie d'un des critères retenus par les standards de certification qui pourraient se l'approprier. Donc, est-ce que vous pouvez… Ah ben voilà. En guise de conclusion, donc, l'intérêt des systèmes agroforestiers ne fait pas de doute. On peut dès lors s'inspirer des pratiques existantes pour imaginer une transition agroécologique de la cacaoculture, faire évoluer ces systèmes monospécifiques que l'on évoquait vers des systèmes agroforestiers ou consolider les systèmes agroforestiers actuels. Il ne faut pas négliger quand même, il ne faut pas sous-estimer les contraintes de ces systèmes agroforestiers qui demandent une gestion relativement fine, qui peut parfois être perdue d'une génération à l'autre. Ce sont aussi des systèmes qui doivent être adaptés à la stratégie et aux attentes des agriculteurs. Et finalement, en guise de conclusion, l'adoption de ces pratiques agroforestières dans les pays où elles ont un peu disparu, où il faudrait les remettre, au jour, doivent faire l'objet de mesures pour aider les agriculteurs à s'adapter aux standards de production qui leur sont maintenant imposés. Voilà, je vous remercie. Et je vous ai mis sur ma dernière slide deux perspectives, deux policy briefs du CIRAD qui peuvent intéresser les personnes qui nous écoutent. J'en ai terminé, Yann. Merci beaucoup, Patrick. On a déjà pas mal de questions qu'on prendra après la prochaine présentation, qui va aussi éclairer une partie, je pense, des questions qui sont posées. On a des questions assez précises et assez techniques. Je vous en ferai part sur la manière, justement, de regarder ces questions, y compris leur dimension technique. Je vais maintenant passer la parole à Manuel Toledo de l'Université de Göttingen, qui est spécialiste de ces questions, qui va faire sa présentation en anglais. Manuel est hispanophone et anglophone, et voilà. Je lui passe la parole pour une présentation en anglais, et ensuite nous aurons donc un moment pour échanger à partir des questions que vous avez posées. On va essayer de traiter la plupart d'entre elles. Merci beaucoup. Manuel, the floor is yours. You're muted. Thank you. Sorry. Thank you very much to say that I'm very glad to take part on this webinar where we are discussing about our forestry systems. And what I want to present you is some of the experience that I have had in the past years where I've been working during my studies on agroforestry systems in Indonesia and Brazil. And this presentation is just giving a bit of information of this work that is being conducted there. So first, and I'm going to show you the outline. So the first part of the work, I'm going to try to tell you about the challenges of small-scale cocoa farmers, focusing on the example of Indonesia. So in this place, I did my PhD a couple of years ago. I was working with small-scale farmers in the region of Central Sulawesi in Indonesia. This region is very important because it's the main producer of cacao in the nation. 70% of the cacao that comes from Indonesia comes from Central Sulawesi. And in this place, I work in close collaboration with farmers and stakeholders that produce cacao in different ways. So what I want to tell you now is a little bit of the story of how cacao is being produced in Indonesia,
which is very interesting because it also goes along with the history of cacao production in other countries like West Africa, like Ghana and Ivory Coast, which are the main producers. So initially, cacao started the production around the 80s, which was exactly during the time where yields they start declining in West Africa due to pests and diseases, but also due to price fluctuations. And this was a very good opportunity for Indonesia, especially in regions where there were sufficient land for cacao production, especially forest areas, to take over on the production. So this is called the initial phase of the cacao production in this region. After a couple of years, then we see that in Indonesia, the yields and the volume of production start increasing. And this was mainly having a positive effect, of course, on the livelihood of the people, but also it caused massive migration from populated areas to non-populated areas where generally a forest is being grown. And this create a land use conversion from forest areas to cacao systems. Further on, a couple of years later, we see a great increase in volumes in Indonesia, which is mainly because of the intensification of the systems, generally because of agrochemical intensification, the application of fertilizers, application of insecticides, and this caused an increase in the volumes at all levels. Also, this was something interesting that happens is that when farmers, they see this income returns, they tend to convert the generally agroforestry systems that they grow into monocultures, and this causes biodiversity loss. So, and something that is important to mention is that years later, we see a volume stagnation, and this is generally because of pests and diseases associated to the low resilience of the monocultures that they were converted from agroforestry systems, but also because of the tree aging. If we see that if cocoa was starting growing in the 90s and then it's already 20 years, so there is no rehabilitation of all cocoa trees. And if we look, what happens later is that farmers and stakeholders, they generally continue in converting primary forests into cocoa in order to keep on increasing the volumes. Unfortunately, what we see in Indonesia is that this approach is not being positive, as yields and volumes are declining since 2009. This is the case of Indonesia. This is called the boom and bust cycles in cacao, where we see an increase in yields at the very beginning, and then a stagnation phase, and then a reducing volumes because of the low resilience of the monocultures. What happens later is that generally farmers, they switch to other crops, such as vegetable gardens, or they migrate to other regions. And this is a pattern that also occurs in other regions, in other countries, and is associated to a yield decline of almost 2% since 2013 in cacao production. So the question that then arises is that what can cocoa stakeholders do in order to close those yield gaps, but at the same time preserve biodiversity and also secure the livelihood of the farmers? And this leads me to the second part of my talk, where I want to introduce this changing in paradigm of food production toward diversified agricultural systems, for instance, agroforestry systems. So we know, for example, that at different levels, from governments to the industry and all stakeholders, they have the interest of reaching sustainability by 2030, as you can see by the sustainable goals by the UN. Some of those indicators are biodiversity conservation, zero hunger, no poverty, and climate mitigation. The advocates to this shift in paradigm of production, they argue that by management at the farm level and also management at the land scale level could help to go towards this kind of like diversification of agricultural systems for a sustainable production of goods, which is also the case for cacao. But this is something that is very important, is that this is very linked to the supply chain and the demand, and therefore an important
an important argument is that it could be used certification schemes for producers, so that producers that they go for agroforestry systems, they could receive an increase in the price of the cacao that they are selling, because they are preserving biodiversity in their farms. So the next part is what I want to show you is how does it look an agroforestry system in Bahia, Brazil, where it's a place where I've been working the past 2 years. The first time that I was here, I was not fully sure if I was looking at agroforestry systems or I was looking at primary forests. And as you can see in the picture, it's the cacao trees, they are almost not observed. You can see some trees here, but the system is very interesting because it's a very old traditional system where cacao is being grown underneath of the Atlantic forest, the trees, the old trees of the Atlantic forest. It means that farmers, what they tend to do is that they select the trees that they are gonna cut, but they don't remove all the forest, and they grow the cacao underneath. And then in this way, you see a high biodiversity of plants and also of species. And this kind of system is called a Cabruca system. So you can imagine then that those kind of systems, they host a large biodiversity of different groups. And this is, as you can see in this graphic from some colleagues in Brazil, where they compare different forest sites of forests here and forests here, and they compare to agroforestry systems. You can see that in most of the cases, all the taxonomic groups that they were looking at, they host a similar biodiversity than in the forest. This is an important argument to say that indeed agroforestry systems, which this kind of shade management, they could host a high biodiversity, and they are important for biodiversity conservation. And then I moved to a place where I did my PhD studies, which is Central Sulawesi. And this place has been studied for a long term from the University of Göttingen. There was a project of 10 years where researchers and colleagues, they were trying to understand whether biodiversity conflict with the yield in the farm. And this is what I want to tell you a little bit about. So one of the most important findings of this research in Central Sulawesi shows clearly here in the graphics that when you look at the yields and you compare with the species richness of different taxonomic groups, there is no decline neither of the species richness, but also not on yields. That meaning that you could preserve biodiversity, and this is not going to conflict on yields in this specific study area in Indonesia. But then there is another question that pops up, and is we know that increasing the shade tree cover, as you can see here in the graphic, has a negative effect in general to yields, and this is mainly because of different trades-off between the trees that they are being planted, and they compete for resources and light, for example. You can see that the black dots, they show the yields that researchers recorded in this study, and see a trend of yield loss through shade tree cover. However, when they compare with a simulation study that look at a larger scale of the effect of shade tree and yields, they saw that there is not really a clear linear trend, but rather like a some sort of the yields they are reduced in a different shape. That tells that there might be a threshold, that's a compromise that can be used between farmers and the use of shade tree cover that could range around 40%, meaning that by 40% of preservation of shade tree cover in the agroforestry systems, farmers, they will get similar yields than if they will increase or they will reduce the shade tree cover. Now, the last part of the talk is about agroforestry systems for promoting pollinator conservation and pollination, which is some of the research that I did in Indonesia during my PhD studies. So the first question that you may have is that what pollinates the cacao flowers?
So first of all, the cacao tree requires of an insect for pollination. It's not a tree that can be pollinated by wind or by water, but it's generally pollinated by that insect agent that needs to move the pollen from one tree to the other tree. That means self-incompatibility. So the main insects that pollinate the cacao flowers are called ceratopogonids. They are some dipterans. They are similar to flies of 5 millimeters length, so they are very tiny. And when I look at the literature review, I found that 40% of species, they are responsible of pollination of cacao for this group. But what is interesting is that the 60% remain. Je crois qu'on a un problème de connexion avec Manuel. On va attendre quelques secondes si j'espère que ça... Non, j'ai l'impression qu'on l'a perdu. J'ai l'impression qu'on a perdu Manuel Toledo. Peut-être en attendant qu'il revienne, on peut commencer à traiter les questions. Karine, si tu peux reprendre... Voilà. On peut peut-être commencer en attendant le retour de Manuel à prendre quelques questions. On a beaucoup de questions. Merci beaucoup à tous et à toutes pour ces questions. On va essayer de le traiter dans la mesure du possible. On a par exemple pour Patrick Jagoret, j'espère qu'il est... Oui, je vois qu'il est toujours en connexion. Patrick, oui. On a des questions assez techniques pour vous. Par exemple, une d'entre elles, c'est après combien de temps on obtient des rendements de 700 kg par hectare dans les successions que vous avez montrées à partir de savane. Quelqu'un vous suggère d'ajouter au panel, on va dire, ou à la panoplie des usages, des différents usages du cacao, les cultures vivrières. Voilà, ça c'est pour vous. Pour vous et pour Manuel, je pense qu'il peut y avoir la question de est-ce qu'on a démontré un lien entre l'agroforesterie et les auxiliaires de culture pour lutter contre les ravageurs. Pour Frédéric, il y a notamment la question de savoir quels sont aujourd'hui les fronts pionniers de la déforestation du cacao. Voilà les premières questions que je peux vous proposer. Patrick, si vous voulez commencer. Oui, mais en ce qui concerne les cultures vivrières, effectivement, là, j'aurais pu préciser que le travail qu'on a fait, notamment sur les valeurs d'usage, concernait des parcelles adultes. En fait, les cultures vivrières concernent les 2, 3, 4 premières années d'implantation de la cacaoyère et ensuite disparaissent au profit des espèces ligneuses qui se développent. Donc, effectivement, dans les premières années de la création de la cacaoyère, de sa mise en place, les cultures vivrières ont une large place, quoi, et permettent d'avoir des revenus en attendant que les cacaoyers eux-mêmes produisent. Alors, combien de temps? La première question, c'était combien de temps pour atteindre ces 700 kilos? Les 700 kilos sont atteints en général au bout de 7-8 ans. 7, 8 ans, 9 ans, là aussi, toujours en fonction de la gestion technique de la parcelle. Et j'ai une question aussi, est-ce que les travaux d'association optimale en termes d'espèces dans les systèmes complexes ont été réalisés pour contrôler les interactions négatives, les antagonismes, et positives avec le cacaoyer? Non, là, pour l'instant, on est sur des travaux d'observation, notamment d'analyse des pratiques des agriculteurs. On a un collègue, je crois qu'il fait partie d'ailleurs des gens qui nous écoutent, qui travaille sur les interactions entre différentes espèces et le cacaoyer. Mais là aussi, on est sur, si je peux me permettre, on est aussi sur des compromis que font les agriculteurs, c'est-à-dire que l'on peut, nous, estimer qu'une espèce n'est pas forcément propice au cacaoyer, mais l'agriculteur va quand même la conserver dans sa cacaoyère, car pour lui, cette espèce, finalement, a plus de côté positif que de négatif. Vous voyez, c'est vraiment une gestion où les compromis sont permanents. D'accord.
Merci beaucoup. Peut-être pour Frédéric maintenant, une question donc, difficile. Hein. Je ne sais pas si je suis peut-être en train de te faire une passe dans les chaussettes, comme on dit en rugby. La question, c'est quels sont les prochains fronts pionniers du cacao? Comment est-ce qu'on les gère pour éviter, entre guillemets, les dégâts dans les anciens paysages cacaoyers? Qu'est-ce qu'on peut répondre aux pays qui veulent augmenter leur production nationale? Certains ont des systèmes agroforestiers complexes, mais certains acteurs peuvent choisir d'aller vers la monoculture pour augmenter leur production nationale. C'est effectivement une tendance que j'imagine on peut observer, notamment dans les régions agroforesterie complexes comme en Amérique latine. C'est une question particulièrement intéressante parce que, comme je l'évoquais tout à l'heure, en fait, les déplacements, ils sont assez brutaux, hein. C'est ce qu'explique François Ruff dans son travail sur les cycles du cacao. C'est ce qu'a illustré l'exemple du Sulawesi qu'a présenté Manuel. C'est qu'en fait, d'un coup, on a un fort investissement, souvent à la fois de l'État, des producteurs, des acheteurs, etc., dans une zone. Et en fait, en quelques années, on a un déploiement massif de cacaoyères sur une nouvelle zone. Donc, en fait, c'est pas évident à prévoir parce que c'est pas des fronts pionniers, je dirais, progressifs, comme les fronts pionniers de déforestation qu'on connaît en Amazonie avec le soja, etc. Mais c'est des booms, c'est le terme qu'a utilisé tout à l'heure Manuel. Par contre, on a des signaux. Par exemple, on sait quels sont les pays qui sont prêts à investir aujourd'hui pour encourager la production massive de cacao. Et c'est notamment des pays en Afrique centrale. Par exemple, le Congo-Brazzaville, le Gabon ne cachent pas leurs ambitions de développer, ou plutôt de redévelopper une culture cacaoyère. On a aussi des programmes en place qui favorisent ce développement et cette avancée des cacaoyères plutôt dans des pays d'Amérique latine, notamment tous les pays qui sont liés au remplacement de la culture de la coca par de la culture de cacao. Aujourd'hui, au Pérou, en Équateur, en Colombie, sont des endroits où on a des développements, alors du coup, qui ne sont pas des fronts pionniers de déforestation, mais on est un peu à la limite entre remplacement de certaines cultures et puis parfois déforestation. Et puis on a le Brésil qui aujourd'hui est un producteur important de cacao, mais qui n'est pas dans le top, mais qui lorgne aussi sur le cacao comme une culture qui pourrait se développer et qui pourrait participer à, je dirais, différencier les exportations agricoles du Brésil. Et c'est un peu difficile à évaluer. Moi, je suis pas trop spécialiste de comment ils développent les choses, mais notamment, il y a des tentatives au Brésil d'industrialisation ou disons de mécanisation importante de la culture du cacao qui pourrait participer à une forte augmentation des surfaces cultivées si ces méthodes s'avèrent payantes. Merci beaucoup. Patrick Jagoret, on demande aussi, en gros, la question. Attendez, je l'ai perdu. Oui, voilà. Sur la régulation de la population de myrrides, avec la question de l'ombrage peut parfois engendrer l'apparition de ce qu'on appelle une pourriture brune lorsque c'est mal géré. Est-ce qu'il y a du coup un optimum d'ombrage qui permet à la fois de réduire les myrrides et l'apparition de pourriture brune, et comment est-ce qu'on évalue ça? Donc, c'est une question très agronomique. On est peut-être un peu loin des questions cacao et biodiversité, mais traitons-la. Alors, les pourcentages d'ombrage, effectivement, on a en fonction des des études qui ont été faites varient. Alors, on tend à s'accorder vers un taux d'ombrage de l'ordre de 30-40%. Mais là aussi, c'est très difficile à appréhender parce qu'on est sur un mélange d'espèces dont le type d'ombrage est complètement différent. Vous avez des espèces à ombrage très dense, d'autres des espèces à ombrage très léger. Et là aussi, il faut trouver le bon équilibre entre un ombrage suffisant pour réguler les myrrides, mais un ombrage qui ne soit pas non plus trop important pour favoriser le développement du champignon qui favorise la pourriture brune. Donc, vous voyez, on est sur un seuil qui n'est pas toujours évident à trouver, puisqu'il varie en fonction des zones de production et des conditions pédoclimatiques. Merci beaucoup. Manuel, there's a question for you. Maybe you have seen it. Thank you for being back. Sorry for the problem with the connection. We couldn't have the last part of your presentation. Maybe we'll have some time to hear it at the end of this session. No, if we're started now the Q&A session. There's a question for you about, could we link the macrofauna, the fauna, macrofauna and fauna diversity with agroecosystem function and biogeochemical cycles like soil carbon storage? And do you have data
about microbial soil functioning in mixed crop systems? Yeah, in general, first of all, I'm sorry that there was a problem with the connection. I don't know exactly what happened. Regarding the question, yeah, there is information, as I mentioned, there was a large scale project in the University of Göttingen that was conducted in Central Sulawesi, which is the main producer in Indonesia, and they collect data on different groups and also on different services for agroforestry systems. So there is data available in terms of tree diversity. There is data available on soil properties. There is also data on organisms in the soil. And this there is literature already which is being published on this topic that shows also that agroforestry systems, by preservation of leader, for example, which is an important component on agroforestry systems, this could also help to preserve biota on the soil surface and also at the soil level. So there are some papers on this which can be found if people look at the Storma project, which is the project that was conducted in Indonesia for this long period. Thank you so much. Il y a aussi une question, and it's also a question for you maybe, Manuel, for you three, pour vous trois. Quelle est la place des espèces forestières menacées, selon la liste de l'IUCN, dans le choix des espèces agroforestières? What's the place of the role or the importance of threatened forest species in the species that are included in agroforestry? Peut-être Patrick, est-ce que vous avez une idée là-dessus? Alors oui, j'étais en train justement de chercher une présentation qu'on avait fait là-dessus. Alors on a effectivement un collègue Stéphane Sage, qui a travaillé sur ces questions. Et au Cameroun, au centre Cameroun, alors j'ai plus le nombre en tête, mais un certain nombre d'espèces qui sont menacées, qui sont sur la liste des Nations Unies, sont effectivement, on retrouve dans ces systèmes agroforestiers complexes. Donc quelque part, ces systèmes contribuent à la préservation de ces espèces, mais contribuent à la conservation de ces espèces parce que ces espèces ont un usage pour les agriculteurs. Alors j'ai plus les chiffres en tête, mais cette part n'est pas si anodine que ça. Okay, Manuel, do you want to complement this answer? Could you please repeat the question? What's the role or the relative place of threatened forest species in the agroforestry, let's say, series of species that are used in agroforestry? I guess the question behind is: do we actually favor threatened species with cocoa agroforestry? Something that is very important to understand is that, of course, the highest biodiversity will be always found in forests, in primary forests, in forest areas. So if we compare the global biodiversity in forest areas with agroforestry systems, there will always be some species, especially the endemic species, that they will require always forest areas for conservation. That means that by having agroforestry systems, you could promote, of course, conservation of certain species, but also there are some others that they might not be able to survive in those systems because they require some other tree species and habitats. For example, in the case of Brazil, where I've been working, there is a project from AMAP, it's called, it's Almada Mata Atlântica project, and they focus on tamarin monkeys, which are endemic in the region of Bahia in Brazil, and they want to understand if agroforestry systems, for example, they are important for conservation of those groups, because they know that they are threatened because of deforestation, and they want to know if agroforestry systems, which are very common in those areas, they could also preserve those species. Thank you. Frédéric, peut-être une question pour toi, parce que je sais que tu as traité cette question, et notamment dans des interviews à la presse. Il y a cette question souvent soulevée de la crainte d'un effondrement de production dans les 30 ans à venir du fait du changement climatique
et j'imagine en effet cocktail avec les ravageurs et la pollinisation. Voilà. Est-ce que cette crainte de l'effondrement possible à moyen ou long terme, qu'est-ce qu'on peut en dire aujourd'hui? Je dirais la menace du changement climatique, elle est réelle, on la connaît. Dans la présentation de Patrick, il en a été question à un moment donné, on a bien vu qu'au Cameroun, les zones qui seront favorables à la production du cacao vont se restreindre. On ne sait pas dans quelle proportion. Ce qu'on sait, c'est que ça va plus vite que ce qu'on craignait. Donc, en fait, on est dans l'imprévisible. Oui, si un changement climatique est important, ce qui se prépare malheureusement, ça va avoir un impact sur les zones de production et donc sur la production globale. Après, ça dépend des stratégies d'adaptation. Mieux on s'adapte, moins ça aura un impact sur la production. Il y a aussi des zones qui vont devenir favorables à la production de cacao alors qu'elles ne l'étaient pas auparavant. Donc, il va y avoir aussi peut-être des effets de déplacement. Ce qui est plus questionnable, je dirais, c'est que souvent, on a une espèce de discours général qui dit qu'il y a un effondrement de la production suite à la conjonction des maladies, du changement climatique, du vieillissement des plantations, etc. En fait, en réalité, il y a effectivement une baisse de production moyenne de cacao à l'hectare qui se constate, mais il n'y a pas de baisse de la production du cacao aujourd'hui. On est dans une surproduction de cacao au niveau global depuis des années, et c'est toujours le cas. Donc, on n'est pas dans une trajectoire d'effondrement aujourd'hui, mais les risques sont connus. Maintenant, la question, c'est comment on gère justement la prévention de ces risques, c'est-à-dire adapter les modes de production aux risques climatiques, au développement des nouvelles maladies, etc., sans pour autant céder à une espèce de panique qui viendrait du fait que, attention, on n'aura plus de cacao et où du coup, on va se concentrer sur des méthodes qui vont favoriser la productivité. Alors que ces méthodes qui vont favoriser la productivité ne sont pas forcément, elles le sont parfois, mais ne sont pas toujours les mêmes méthodes qui permettent de s'adapter aux menaces à venir. Merci beaucoup. J'ai une question sur aussi, en gros, la stratégie de préservation d'une cacao-culture ouest-africaine qui passerait par une sortie par le haut, une production à la fois qui serait à la fois bio, préservative de la biodiversité équitable. Je vous propose qu'on traite plutôt cette question dans les sessions d'après. Qui vont précisément être plutôt plus directement sur ces questions-là. On a aussi une question sur, au fond, dans les successions, dans les booms, cycles, crises, etc., est-ce qu'il n'y a pas un lien direct et peut-être même encore plus important avec les variations du prix et les chutes brutales de cours mondiaux du cacao, et donc facteur évidemment très important dans la construction de filières durables. C'est-à-dire que si je comprends bien cette question, enfin ou si je l'interprète personnellement, au fond, même si on maîtrise très bien les facteurs de succession, la manière de gérer les choses et la durabilité du rendement, si on a des cycles économiques extrêmement brutaux et défavorables, ça peut remettre en cause un peu tous ces efforts agronomiques. Peut-être Patrick, Frédéric, vous avez une idée sur cette question? Oui, en fait, c'est ce qui est assez fascinant avec ces phénomènes de cycle du cacao. C'est justement comment on a une conjonction entre des cycles économiques qui répondent à des problématiques économiques assez classiques, des cycles biologiques qui sont liés à l'évolution, à l'âge de la cacaoyère, etc. Et puis, en fait, même dans le cas du cacao, si on va très loin, des cycles politiques, des cycles générationnels. 30 ans, c'est aussi comme ça qu'on définit parfois une génération en démographie, etc. Enfin, on pourrait aller très loin, en fait. Et François Ruff va assez loin dans l'intrication de ces différents cycles, etc., pour définir sa théorie. En gros, pour le dire très simplement, ce qui se passe, c'est on l'a vu un peu dans l'exemple du Sulawesi. Comme on plante massivement au même moment dans une région, en fait, on a une production qui va augmenter massivement au niveau global, au niveau de la production du pays, mais aussi au niveau global, avec du coup un effet d'augmentation des revenus qui est plutôt positif pour les producteurs. Et en fait, à un moment donné, quand on arrive à ce climax, c'est-à-dire qu'en fait, la production a énormément augmenté, elle commence à stagner, parce qu'en fait, toutes
les plantations atteignent l'âge du pic de production au même moment, dans le même bassin de production, à ce moment-là, toute la production décline dans le bassin de production. Et c'est le moment aussi où on a atteint une telle offre en cacao que les prix vont commencer à baisser. Et donc là, en fait, les producteurs entrent petit à petit dans ce que je ne sais plus quel chercheur a qualifié de vallée de la mort du cacao, c'est-à-dire en fait une conjonction de prix qui baissent, voire de crise importante des prix du cacao au niveau international et de productivité qui baisse. Et donc c'est le moment où le producteur a besoin de renouveler son capital et de commencer à capitaliser pour le renouvellement de sa cacaoyère. Et c'est le moment où en fait tout se conjugue pour faire baisser ses revenus et donc et qui entraîne en fait la fin de la pertinence économique, enfin du modèle économique de la cacaoyère et donc le déplacement de la production de cacao vers une zone où ce sera moins coûteux de relancer de la production et donc a priori une zone forestière. Merci beaucoup. J'ai aussi des questions qui sont frustrées de ne pas avoir entendu la fin de la présentation de Manuel Toledo. Manuel, I'll give you the floor to resume your presentation and to finish it. I think you have time. We still have 15 minutes in total with the conclusion by Tiffaine Le Ménager. So let's say 5 minutes for you, 5 minutes for additional Q&A, and 5 minutes for Tiffaine. That would be great. So if you'd like to resume your presentation and start with pollination, I think that was deemed very interesting by the audience. Thanks. Could you just tell me exactly where was the last part that you were able to? I think it was at the starting the part 3. I think you were on pollination. Okay. Yeah, I think that's it. Yeah, thanks. So the last part that I wanted to talk with you is about how agroforestry systems could help promoting pollinator conservation and pollination, which was part of my PhD that I did in Central Sulawesi, Indonesia. The first question that starts is understanding why pollination is important for cocoa. And this is important because the cocoa tree requires of insects for pollination. That means that not other agents such as wind or water, they could pollinate the flowers. That means that insects have to transport the pollen from one tree to the other, which is something which is called self-incompatibility. So the cacao is pollinated by small dipterans, so small flies, very tiny 5 millimeters length. And in a literature review, I found that 40% of the species that pollinate cacao flowers are in fact ceratopogonids. But also very interesting is that the remaining 60%, they belong to other groups such as ants, flies, hemipterans, bees, wasps, and other groups. The question that we had is, so what are the habitats for those pollinators? And we argue that the conservation of forest and agroforestry systems, because of the dark, humid habitats and high organic matter, which is important for pollinators to develop and reproduce, they might be linked to pollinator conservation. And this was in fact what we found. So here in this graph, I want to show you the link between complex habitats surrounding the farm, understood as habitats which are forest, percentage of forest and percentage of agroforest between around the farm, and also the percentage of canopy cover and the number of flowers in the tree, as well as the higher amounts of leaf litter. All of those variables, they are linked to the abundance of pollinators in Central Sulawesi. In this case, the main pollinators, they were different groups of flies and ants that they visit the cocoa trees. That means that the preservation of those habitats at the landscape and farm and tree level are important for the conservation of pollinators in this region. So the other part that I wanted to present you is this argument that is around about that agroforestry systems, they have lower yields in comparison to monocultures. And this is mainly an argument because of the competition for resources between different trees. What I try to do is to observe what happens if we could
enhance yields in agroforestry systems by hand pollination, so manually pollinating the flowers. And we did this because we know that only 10% of flowers are naturally pollinated in the nature. So what happens if we hand pollinate above this 10% is relatively unknown. So what I did, it was that I select 192 trees and I hand pollinate all those trees up to 2 meters high, which was kind of like simple to manage. And I observed that when I compare 0%, which it means the control trees, the trees that are naturally pollinated, to the 100%, which is pollination up to 2 meters high, I found that fruit set increased by 700. I found also that harvested fruits increased almost by 90% and yields by 50%. Now, what I wanted to know is what happens if then I hand pollinate a complete tree. And for this, then I had another set of trees in another farm, and I observed that yields, they could increase by 160% if I compare with the yields in trees that are naturally pollinated. This gives the idea that the yield gaps that there might be occurring in agroforestry systems could be compensated by hand pollination at certain level. And finally, the summary of the presentation was that I showed you that boom and bust cycles in cacao are very important because of the conversion of forests and the conversion to monocultures lead to a low resilience in conventional systems, having an effect, direct effect to environmental factors such as pests and diseases. And I also show you that agroforestry systems, they could be give a good opportunity to mitigate the boom and bust cycles, and also at the same time, they could preserve biodiversity. But in order to move agroforestry systems, it's also important to understand that certification schemes are important, and also management at the farm level, understanding the percentage of canopy cover to minimize trace of shade on yields. So for instance, 50% could be recommended based on studies. And finally, I showed you that the conservation of forests and agroforests in the vicinity of the farms is also important for pollinators, as well as the increase of canopy cover in agroforestry systems, increased pollinator conservation. And finally, the yields that might be lower in agroforests in contrast to monocultures could be compensated by certain levels of hand pollination, as I showed you that yields could increase from 50% to 160% in the trials that I did in Central Sulawesi. So the way forward to the study is try to understand how cocoa agroforestry systems and pollination services, in this case, they function in different countries at different levels. And therefore, there's a project ongoing where students are working on Brazil and Ghana, as well as on Ivory Coast. And they are trying to understand if they will find similar results to those that we found in Indonesia. If you are interested in knowing more about those projects, you can have a look at this link, which is the Global Agroforestry Network, which is I'm participating together with my the professor lab, Tom Manga. And with this, I would like to conclude the presentation. And if there are questions or interest in this topic at another stage, please feel free to contact me anytime. Thank you so much. We also have questions regarding how we will circulate the material you've provided, all of you, and we'll find a solution with Karine Antunes, who is in charge of the communication system here, and we'll find a solution to have your presentations and the references provided. J'ai des questions sur la manière dont on pourra partager les supports et les présentations, et on se débrouillera pour trouver un moyen après coup, si vous le voulez bien, pour faire ça. Je pense que je ne crois pas que j'ai d'autres questions à l'heure actuelle. Je n'en vois pas, à moins que quelqu'un ait un regret et la tape maintenant. Sinon, on serait du coup parfaitement dans les temps. Ça va me permettre de passer la parole à Tiffaine Leménager, qui est responsable de projet biodiversité à l'AFD, pour un peu conclure. Alors, c'est évidemment pas facile à faire, hein, Tiffaine, mais ou dire la manière dont tu entends l'AFD, toi, tu n'es pas censé parler au nom de toute l'AFD, bien sûr, mais dont tu entends comment ça résonne, selon toi,
comment ces questions résonnent selon toi et ce qu'elles indiquent pour l'action et notamment la coopération. Alors là, tu t'es figé et on n'entend pas. Si, là tu bouges et maintenant ton micro est muté, il faut que tu le démutes. Voilà. Là, vous me voyez? Ok. Ouais, on te voit, on t'entend. Ok, merci beaucoup Yann, merci à tous. Je voulais mettre une petite blague en arrière-plan de mon image là parce que je trouve ça assez... il faut pouvoir utiliser les petits outils qu'on a à disposition pour mettre un petit peu de bonne humeur dans tout ça. J'avais trouvé une petite blague sympa qui disait que le chocolat ne résout pas tous les problèmes, mais finalement les pommes non plus. Non, vraiment, merci beaucoup pour vos présentations. Merci à ceux qui nous écoutent, un peu sans prendre non plus trop de temps parce que beaucoup d'informations ont déjà circulé. Si je reviens sur les 3 présentations de Frédéric, de Patrick et puis de Manuel, je trouve qu'on voit bien avec la présentation de Frédéric qu'on a aujourd'hui quand même une vision assez claire du jeu d'acteur. On a des chiffres qui nous permettent d'éclairer quand même la réflexion et donc a priori l'action et la décision. Avec Patrick, on voit bien qu'on a des experts techniques et qui sont capables d'accompagner sur le terrain des... J'espère que vous m'entendez, que je n'ai pas bloqué là, parce que moi, je ne vois pas. Oui, on t'entend, on t'entend. Parfois, ton image se fiche, mais on t'entend. Okay, super. D'accord, ok. Qu'on a bien une expertise maintenant qui permet à un niveau très... Ah ouais, c'est un peu haché, je ne sais pas pourquoi. Ok. On voit bien qu'on a des expertises techniques qui sont capables aujourd'hui d'accompagner sur le terrain et de comprendre au niveau les plus micros ce qui se passe sur les cultures de cacao. Et puis, Manuel nous montre aussi qu'on a des exemples de systèmes de production qui sont vertueux et qui permettent quelque part de porter les synergies qu'on aimerait tous voir se diffuser entre la production de cacao et la prise en compte des enjeux environnementaux. Alors, cela dit, qu'est-ce que je retiens ? Donc, je retiens premièrement qu'on a bien des synergies possibles entre des enjeux de production de cacao, des appuis à des populations vulnérables, je parle évidemment un petit peu avec ma casquette de bailleur, et puis des synergies avec des enjeux environnementaux et notamment en lien avec la biodiversité, et ce, sous conditions techniques qu'on peut aujourd'hui commencer à quand même mettre sur la table. Donc ça, c'est un potentiel qui existe. Bertrand nous parlait tout à l'heure de preuves et de démonstrateurs. On a des preuves et des démonstrateurs qui existent. Le deuxième point que je retiens, c'est que quand même, aujourd'hui, ce n'est pas du tout ce qu'on constate. On est quand même dans une situation où on a de forts antagonismes entre la production de cacao à l'échelle mondiale et l'état des écosystèmes, et notamment dans les pays tropicaux. Moi, je retiens ce que tu disais, Frédéric, 8 à 9% de déforestation en milieu tropical peut être incriminée à la production de cacao. C'est quand même pas rien. Plus le fait que les déplacements qu'on constate sont brutaux et que donc ces fronts pionniers sur le cacao sont quand même pas évidents à cerner. Donc, dans cette situation de complexité, je reviens encore sur les mots qu'a utilisé Bertrand, dans cette situation de complexité entre des synergies qui existent, mais la réalité, c'est des antagonismes, il y a de quoi s'amuser pour un bailleur et effectivement essayer petit à petit de participer avec l'ensemble des acteurs du système, et je crois que vous êtes beaucoup à nous écouter ce matin, à essayer d'aller vers du mieux.
ce que je trouve en plus passionnant, c'est bien le fait qu'on est dans une surproduction. On a trop de cacao qui circule aujourd'hui. Et en même temps, on a des pays qui effectivement ont envie d'aller sur cette commodité parce que la consommation de cacao continue et que dans certains pays, ils ont tout intérêt effectivement à aller vers la production de cacao. Nous, qu'est-ce qu'on peut faire en tant que bailleurs et finalement, qu'est-ce qu'on peut garder tous en tête, hein, quel que soit notre rôle? Évidemment, je vais prêcher pour ma chapelle en premier lieu, c'est que face à un constat où on a une déforestation réelle à cause du cacao, il faut en premier lieu, moi j'ai envie de dire, déjà renforcer les outils de protection des forêts. Et ça, je peux vous dire qu'à l'AFD, c'est quelque chose qu'on essaye vraiment d'accompagner, renforcer la protection des forêts qu'on veut réellement protéger, avoir les moyens de suivi de ces forêts, accompagner les lois qui encouragent la protection, voire les sanctions quand c'est nécessaire. On n'en a pas trop parlé ce matin et c'est peut-être à moi de le rappeler. Il y a bien ce volet de la conservation qui doit perdurer en parallèle et se renforcer en parallèle d'accompagner la production. Et donc, deuxième volet, effectivement, où on peut ensemble essayer d'avancer, c'est comment participer à encourager les systèmes d'espoir, les systèmes qui, quelque part, sont à la fois productifs et respectueux de l'environnement. Je mets derrière productif le fait qu'on peut organiser à ce moment-là l'amélioration, évidemment, du contexte de vie des producteurs, tout en répondant à la nécessaire rentabilité des acteurs, notamment du secteur privé, qui se retrouvent dans toute la filière. Et donc là, pour participer à ça, ce que je retiens, moi, des travaux que vous avez menés à l'IDRI et qu'on a eu la joie d'accompagner, c'est bien qu'il y a un vrai enjeu aujourd'hui de travailler les enjeux de travailler des systèmes de restauration aussi, d'aller sur la restauration des systèmes agricoles pour que les systèmes de production existants puissent à la fois revenir vers une richesse d'agroforesterie plus intéressante et éviter d'aller chercher des nouvelles parcelles. Je pense que nous, aujourd'hui, à l'AFD, on n'est pas encore très bon là-dessus. Et pour moi, c'est un résultat qui, je l'espère, va percoler, à savoir accompagner une filière. C'est vraiment avoir une attention et une vigilance extrême aux enjeux de restauration qui, là, demandent beaucoup de technicité, des moyens et surtout une volonté, y compris politique. Donc, un objectif réel, hein, restauration, c'est un chantier en soi. Et comment est-ce qu'on peut faire, par où on peut passer évidemment, en essayant de travailler avec les politiques publiques. Hein. Madame la ministre Bérengère Abba nous a bien expliqué le rôle de la France et quelque part la stratégie, la SNDI nous aide, nous, à l'AFD, à porter ces messages auprès de nos partenaires pour que nos partenaires, dans leur politique publique, fassent percoler un peu ces obligations et ces moyens de pression sur la filière dans son ensemble. 2 points encore que je peux souligner et qui me paraissent importants et qu'on a peut-être peu abordés. Je pense qu'on ne parle pas suffisamment aussi de choix des acteurs. Bertrand l'a souligné encore, on a une atomisation côté consommateur, une atomisation côté producteur et puis un goulot d'étranglement dans la filière. Mais on a aussi toute une série d'acteurs qui cherchent quand même à bien faire sur le terrain, sur le territoire, sur les pays. Moi, je le vois, hein, depuis que j'ai commencé à m'intéresser à ces sujets-là, je suis assez quand même touchée par la réflexion et le dynamisme de certains qui s'engagent à créer des liens, des contrats, à régénérer des cacaoyères. Ces acteurs-là, ils existent. Et je pense qu'un de nos rôles, c'est déjà de les soutenir. De les soutenir, de les accompagner pour qu'eux puissent faire ces démonstrateurs et puis petit à petit démontrer aux politiques et aux grands acteurs que c'est possible.
que ce soit des ONG, que ce soit des acteurs du secteur privé ou que ce soit certains pays qui ont eu le courage de mettre en place certaines lois positives. Donc, une vigilance extrême à ces bons acteurs, entre guillemets, ça peut être aussi, je pense, une boussole pour nous tous en essayant de changer d'échelle petit à petit. Et puis aussi, peut-être un dernier point, je suis moins à l'aise parce que nous, on n'est pas toujours, en tant que bailleur, on a la tête dans le guidon et on a parfois du mal à innover, mais je sens aussi qu'il y a de l'innovation possible sur ces sujets-là. Et moi, je retiens deux choses. Le fait qu'on doit sans doute essayer d'accompagner des partages d'expériences entre pays, puisqu'on a côté Amérique du Sud des choses qui sont peut-être plus intéressantes qu'en Afrique centrale, que nous, à l'AFD, on est bien sur ces territoires. Est-ce qu'on n'a pas aussi intérêt à essayer de faire discuter ces pays-là pour qu'ils puissent peut-être apprendre de l'exemple des uns et des autres, alors qu'il y a quand même beaucoup de concurrence aujourd'hui. Et puis le dernier point, c'est ce que je vois apparaître. On l'a dit, hein, Frédéric l'a rappelé, une cacaoyère, ça restera de toute manière un milieu simplifié qui ne compense pas la déforestation. Et donc ce thème de la compensation, on doit aussi pouvoir l'utiliser pour innover. On doit peut-être pouvoir réussir, et là je vois un petit peu à plus long terme, on doit accompagner les producteurs, les acheteurs dans leur politique de compensation et les mettre en lien peut-être avec des acteurs qui, eux, sont susceptibles de vendre peut-être des crédits forestiers ou en tout cas montrer que la biodiversité est conservée par ailleurs. Voilà peut-être un petit point d'ouverture pour essayer d'ouvrir les espaces si c'est encore possible de pensée et d'action. Merci beaucoup. Voilà qui est un beau programme et donc ça donne le sentiment à tous nos participants, aux intervenants et peut-être, j'espère, à nos auditeurs et qui ont posé des questions, qu'il y a du répondant. Alors, et bon, même si on a commencé à toucher un peu à cette question, évidemment, une partie du problème se trouve dans l'organisation du marché. Et ça va être l'objet de la session prochaine, qui va démarrer dans maintenant 9 minutes. On va faire une pause de 9 minutes, c'est-à-dire qu'on reprend à 11h15 précise avec la session sur la chaîne de valeur qu'on a intitulée une chaîne de valeur dure à croquer, parce qu'elle est à la fois une opportunité et une limite, comme ça a été dit tout à l'heure en introduction. Merci à tous et à toutes, et donc on se retrouve à 11h15 précise pour repartir là sur la chaîne de valeur. À tout à l'heure.